Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Bonjour Laurence Toubiana, vous êtes directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. On va parler de la Convention citoyenne. C'est le deuxième week-end de réunion de ces 150 personnes tirées au sort, ces citoyens. Je vous voyais réagir à ce que venait de dire Camille Magnard. Oui, quand on regarde le panorama politique latino-américain, le Brésil évidemment depuis quelque temps, le Venezuela, la Bolivie aujourd'hui et ce qui se passe au Chili, et l'Argentine, on peut être vraiment préoccupé de l'évolution du continent après quand même presque 15-20 ans de stabilité, d'une espèce à la fois de redynamisme économique et politique qui faisait penser que le continent était sorti de de ces vieux démons. Et là, on voit ressurgir, et on peut aussi penser à ce qui s'est passé au Mexique, sans qu'on voit comment il va y avoir des solutions politiques qui soient stables et qui soient bonnes pour le continent en général. Le problème des inégalités qui n'ont pas été résolues dans le continent pèse très lourd dans toutes ces élections. Et on le voit au Chili aujourd'hui, c'est aussi ce qui fonde la crise argentine. À la fois la dépendance internationale du continent vis-à-vis des exportations, l'impact des marchés financiers sur le continent. Tout ça fait que cette démocratie apaisée, auquel on a eu l'impression que le continent était vraiment engagé, est aujourd'hui en question et c'est préoccupant. Mais on est un peu au cœur de votre sujet également, Laurence Toubiana, parce que effectivement, on voit cette colère des peuples. Alors c'est une colère des peuples qui est la conséquence de l'augmentation du prix d'un certain nombre de biens ou de services, dont de l'essence. Alors ça, c'est pour la situation en Équateur. Et finalement, votre rôle en tant que coprésidente de ce comité de gouvernance de la Convention citoyenne, eh bien, il vient après un épisode semblable. Alors, il y a 1000 différences et 1000 ressemblances, mais finalement, la question des gilets jaunes, elle vient au moment où on s'aperçoit qu'à l'origine, certaines taxes liées à la question écologique ne sont pas acceptées par une partie de la population française. Jusqu'où pensez-vous que l'on puisse justement négocier le virage écologique ? Qu'est-ce que vous escomptez de cette convention citoyenne, sachant que les intérêts des différentes parties de la population ne sont pas forcément conciliables ? Alors, ce qui y a de tout à fait flagrant et d'une certaine manière qui donne une orientation assez forte à la manière dont les gouvernements, mais les sociétés en général, vont devoir conduire cette transition écologique qui, en plus, qui est vraiment inévitable si on ne veut pas courir à la catastrophe, c'est vraiment l'idée que la justice sociale est le critère essentiel de l'organisation des mesures de cette transition. On ne peut pas dire ce qu'on a pensé probablement depuis longtemps, qu'on met ces mesures de transition écologique, dont il faut reconnaître quand même que pour l'instant, elles ont été dans tous les pays modérées. Aucun pays aujourd'hui ne s'est engagé, sauf des petites exceptions, dans des transformations très profondes. Mais de penser qu'on allait redistribuer après, s'intéresser aux critères de justice sociale après, est une recette de l'échec. Et c'est ce que les Gilets jaunes nous ont dit, non pas parce qu'ils étaient contre l'environnement, ça n'est pas vrai, et l'une des héroïnes de ce mouvement, l'une des grandes figures de ce mouvement, a dit, et s'est d'ailleurs engagée rapidement après, dans la création de ces gilets citoyens qui ont dit il n'y a pas de contradiction entre la transition écologique et les demandes de justice sociale exprimées par les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, cette convention citoyenne est née de cela, du dépassement de cette fausse opposition. Fausse opposition. Alors, verbalement, on peut dire qu'on est effectivement et pour le pouvoir d'achat et pour la sauvegarde écologique. Mais si on prend un exemple concret, celui du diesel, comment faire ? On voit bien qu'on ne peut pas... Il y a beaucoup d'exemples positifs que je prendrai tout à l'heure. Si on doit s'orienter vers l'interdiction, ce qu'il faut faire, du diesel, qu'est-ce qu'on propose tout de suite ? C'est pas on interdit et puis on voit ce qui se passe après et on essaye d'imaginer les compensations. C'est qu'on ne peut pas proposer des mesures qui sont fortes, qui doivent être fortes, sans offrir
tout de suite et à la mesure des problèmes qui sont soulevés, notamment de distribution en termes de revenus, du coup pour les ménages notamment les plus affectés, de ces mesures. Et c'est vrai que du coup pour le diesel, cela voulait dire, avec les dates d'interdiction et de retrait des véhicules diesel, peut-être que... Alors il y a eu des propositions, les malus et les bonus et les primes pour changer de véhicule, mais d'une certaine façon, la leçon c'est qu'il faut commencer par ça avant d'aller vers les mesures qui sont des mesures d'interdiction ou les mesures de renchérissement des coûts. Je prends l'exemple de l'Espagne. Lorsque l'Espagne, le gouvernement espagnol, maintenant intérimaire, a voulu fermer les centrales à charbon et veut fermer les mines de charbon en Espagne. La façon intelligente qu'a pris ce gouvernement, ça a été de dire on discute des mesures sociales d'abord. On discute de la diversification de l'activité économique dans les régions d'abord. Et ensuite, on va fermer. Et on ne fait pas l'inverse. Et la taxe carbone qu'on a qui a augmenté progressivement, ce qui était évidemment prévu dans la loi de transition énergétique, il fallait évidemment prévoir les mécanismes de compensation avant. Et sinon, évidemment, les gens ne comprennent pas et ils pensent que c'est une mesure injuste socialement. Laurence Toubiana, alors vous êtes donc la coprésidente de ce comité de gouvernance de la Convention citoyenne. Et il faut rappeler en quelques mots, 150 citoyens tirés au sort. Ils vont se réunir pendant 6 week-ends. Là, c'est le second week-end. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Alors, le premier week-end, ça a été évidemment l'engagement. Et je dois dire mon émotion face à ces 150 personnes qui ont été choisies parmi beaucoup d'autres, puisqu'il s'agissait de tirer au hasard ces citoyens par une méthode de sondage et d'essayer de représenter la société française dans toute sa diversité. Et ces 150 citoyens, le premier week-end, ont fait preuve d'un engagement, d'un sérieux, d'une gravité, qui m'a bouleversée, je dois dire. Parce que ils savent que leur exercice va être est très important, qu'on va les écouter, en tout cas ce à quoi le gouvernement s'est engagé, va examiner, c'est la promesse du président sans filtre, toutes les mesures qui vont être proposées. Donc, ils ont une responsabilité de ce point de vue-là, en même temps qu'ils pourraient se sentir illégitimes, incompétents par rapport à tous ces experts qui ont, depuis tellement d'années, proposé des mesures. Donc, c'était très émouvant de voir des gens confrontés à une vraie difficulté politique. Pourquoi est-ce qu'ils seraient plus intelligents que les gouvernements précédents, que le gouvernement d'aujourd'hui, que tous les corps constitués qui proposent ou qui s'intéressent à ces questions de transition donc, pourquoi seraient-ils légitimes? Et en même temps, avoir le courage de le faire, de dire non, on va y arriver. C'est le premier message qui a été produit par ce premier week-end. C'est difficile, c'est grave, le problème est essentiel et on va arriver à des propositions qui vont être innovantes et en tout cas qui vont faire la preuve que la société française, elle est plus avancée qu'on ne le croit. Et c'est ça le premier message que je retire de ce premier week-end. C'est que ces 150 citoyens, avec leur engagement, on dit au fond, on est prêt à beaucoup de choses, encore une fois, en mettant les critères de justice sociale au centre de toutes les mesures qui seront prises, mais on est prêt à aller beaucoup plus loin et il faut aller beaucoup plus loin. Et le deuxième week-end? Deuxième week-end, on met les mains dans le cambouis. Donc, par groupe de travail, les citoyens vont discuter de regarder les blocages qui sont... Parce que les politiques de transition énergétique, les mesures écologiques, elles ne sont pas nouvelles pour le transport, c'est un des sujets. Pour la rénovation des bâtiments, c'est un deuxième sujet. Pour les questions de l'agriculture et de l'alimentation, c'est le troisième. Pour, au fond, produire et consommer, notamment toute cette empreinte carbone, toute cette émission de carbone qui est incluse dans la consommation sur le territoire français, tous ces sujets, ils vont être explorés en regardant qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas donné ce qu'il faut, c'est-à-dire, puisque les émissions françaises elles ont diminué, mais pas du tout suffisamment, et elles ont remonté légèrement dans les années récentes. Donc c'est cela le deuxième week-end. Et le troisième, on va regarder un peu plus loin, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut arriver, quelle est la société qu'on veut en 2030, en 2050. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un catalogue de mesures, il s'agit de voir quelle est la direction. Où est-ce qu'on veut aller? À quoi ça va ressembler une vie à la campagne, une vie en périphérie, en 2030 ou en 2040 ou en 2050, qui soit cohérente avec cette réduction
très importante des émissions de carbone françaises, et du coup remettre les solutions dans le bon sens, c'est-à-dire on ne commence pas par voir toutes les solutions, on se dit où est-ce qu'on veut aller, et on choisit donc l'itinéraire pour y aller. Donc voilà un peu le rythme, et ensuite les sessions 4 et 5 et 6 feront l'affinement des différentes mesures et leur transformation de ces recommandations, outre la perspective générale que les citoyens voudront bien donner, des propositions de mesures, une proposition de loi et éventuellement un sujet de référendum. Mais est-ce que c'est utile véritablement de réunir ce type de commission, sachant que déjà la France ne remplit pas ses obligations, on l'a dit tout à l'heure. Elle vient d'être condamnée par la justice européenne pour ne pas avoir protégé ses citoyens, Laurence Toubiana. Est-ce que là, ce n'est pas la preuve que déjà, si nous remplissions nos obligations, eh bien, on accomplirait déjà un pas important? Alors, il y a il faut regarder le problème de cette insuffisance de deux façons. La première, c'est il n'y a pas de raison de délayer l'action, enfin de repousser l'action. Mais quand on regarde, lorsque les différentes villes françaises, je pense à Paris en particulier, les polémiques qui ont émergé à chaque fois qu'il y a eu des mesures pour limiter le rôle de l'automobile en général. Il y a le diesel, mais il y a l'automobile d'une façon plus générale. Dans l'espace urbain, les protestations que ça génère. Y compris les conflits d'ailleurs entre les maires et le gouvernement national. Donc, première chose, c'est pas si facile de prendre ces mesures puisqu'il y a des vraies oppositions politiques. Alors, d'une part, comme engagé pour l'environnement, je dis il faut arrêter, il faut se mettre en cohérence avec ce qu'on dit et donc permettre aux villes de prendre les mesures nécessaires. Mais la deuxième chose, c'est que pourquoi aussi on hésite ou on délaie, ou pourquoi il y a une opposition entre les autorités locales dans certains cas ou l'hésitation des autorités locales. C'est la perception que de toute façon les citoyens ne voudront pas. Et pourquoi du coup cette convention est importante? C'est pour changer. Et je pense que pour moi, c'est un des objectifs fondamentaux. Ce n'est pas le seul, mais c'est un objectif fondamental. C'est pour changer la perception des politiques où en est la société française. Il y a une hypothèse qui est que les personnes ne veulent changer. Et pour preuve, chaque fois qu'on prend une mesure, eh bien, il y a une résistance, une opposition, voire évidemment des protestations comme les ronds-points. Mais je suis persuadée que si on opérait de façon différente, d'abord en sachant exactement où en est cette société et en la faisant participer aux décisions qui sont prises, on aurait déjà un résultat complètement différent. Ensuite, c'est vrai que si les citoyens ne voient pas où on va, ne comprennent pas la direction générale dans laquelle le pays est engagé, eh bien, ils comprennent pas, ils pensent que toutes les mesures sont injustes. Et donc, c'est ça qui manque, c'est le sens de la direction. Autre exemple, toujours dans l'actualité du jour, Laurence Toubiana, l'incendie à Rouen, l'entreprise Lubrizol, c'est la une de Libération aujourd'hui, par exemple. Beaucoup de choses demeurent floues. Là aussi, à quoi ça sert d'organiser une convention citoyenne si un certain nombre de choses qui relèvent du bon sens, savoir quels sont les composés volatiles qui ont été aujourd'hui disséminés dans l'atmosphère à Rouen, quels sont les risques que courent les riverains, pourquoi a-t-on l'impression, vraie ou fausse, que la lumière n'a pas été faite sur cet incendie? Il ne faut pas confondre ce que fait cette convention, c'est-à-dire se dire à quelles conditions la société française serait-elle prête, en ayant pour preuve ou élément de consolidation de cette hypothèse, ce que des citoyens réunis et réfléchissants proposent sur le court et le moyen terme, avec les mesures qui doivent être prises sans attendre par le gouvernement. Le problème de l'usine de Rouen, je ne suis pas du tout spécialiste des problèmes de toxicité chimique, mais c'est un problème de comment les services de l'État fonctionnent, quel est le circuit d'information et sa rapidité. Bon, ça n'a rien à voir avec l'exercice qui est demandé. On regarde réduire de 40% ou au-delà les émissions de la société française d'ici 2030, ça n'a rien à voir avec le bon fonctionnement de l'État, enfin qui doit bien fonctionner. Et donc là, il faut voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ou qui fonctionne mal, là. Ou qui fonctionne mal. Bon. Mais ça fonctionne mal, là? Encore une fois, je n'ai pas suivi ça de près, donc il faut quand même... Non, mais enfin, la question, c'est... Manifestement, il y a un problème de qualité de l'information locale de ces industries Seveso, de ces entreprises Seveso, et la transmission de l'information à temps aux autorités de l'État. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc
C'est bête de parler. Non, mais Voilà. il y a une question de petits pas. C'est-à-dire qu'on voit que sur toute une série de sujets, on a parlé de la pollution de l'air, on voit l'incendie à Rouen, on pourrait parler de la question des abeilles et des pesticides, où ça, ce sont des sujets qu'on a vraiment sur la table et que l'on imagine pouvoir, sinon résoudre, en tout cas circonscrire la question des pesticides et des abeilles, par exemple. C'est une question qui est désormais familière. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux essayer de résoudre ces différentes questions qui sont désormais bien connues et familières, plutôt que d'essayer de faire une révolution avec une convention citoyenne? Bon, je ne vous suis évidemment pas du tout sur l'opposition entre les deux. Le gouvernement doit faire ce qu'il a à faire. La question de la dépopulation d'abeilles, de la toxicité des intrants chimiques, de la nécessaire diminution des intrants chimiques dans l'agriculture, avec des solutions qui commencent à émerger, c'est le travail du gouvernement et il faut arriver à négocier plus fortement avec les parties intéressées et à ce que le Parlement soutienne le gouvernement dans cette action. Donc, de même, lorsqu'on a signé, lorsqu'on doit appliquer une directive européenne, on l'applique. On ne peut pas continuer simplement à prendre du retard. Donc là, ça n'a rien à voir à ça. Ça, c'est l'action du gouvernement de court terme qui doit être faite. Mais il y a un besoin d'orientation à moyen et à long terme. Et là, je pense que l'exercice de la Convention, qui complète d'autres, qui ne remplace pas évidemment les débats parlementaires, qui ne remplace pas le débat classique entre les corps intermédiaires organisés. On a plusieurs instances qui discutent, ne serait-ce que le CESE, où se déroule d'ailleurs cette Convention, ne serait-ce que le CNTE, qui est l'organe de consultation des parties prenantes à la transition énergétique qui a été constitué avec les précédentes lois. Tout le monde doit faire son travail. Mais ce qui me paraît important, c'est d'arrêter de dire la société française ne veut pas changer et la transition écologique, c'est contre le peuple, c'est contre les citoyens. C'est faux et j'espère que cette convention, avec cet exercice très particulier de délibération, non pas de consultation, de proposition de mesures à court, à moyen et à long terme, va démontrer que ce préjugé sur là où veut aller la convention est faux. Et donc, il ne faut pas opposer les deux. Il y a les actions de court terme, le travail du gouvernement, le travail du Parlement qui doit continuer. Et j'espère qu'on va aller plus vite sur les questions des intrants chimiques dans l'agriculture parce qu'on a besoin et que nous sommes en retard par rapport à d'autres pays européens. Et de même aussi sur la question de la pollution de l'air. Ma fondation soutient très activement toutes les mesures de pollution de l'air. Et je crois que c'est une bonne manière de mettre les citoyens en alerte sur ce qu'ils risquent. Laurence Toubiana, on se retrouve dans quelques instants pour continuer d'évoquer cette convention citoyenne dont vous êtes la coprésidente du comité de gouvernance. Vous serez rejointe par Mathieu Ozano. Il est directeur du groupe de réflexion sur la transition énergétique The Shift Project, auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole. Et on va voir avec lui finalement s'il est possible de concilier une prise de conscience individuelle et des politiques collectives, si les deux peuvent constituer une clé à ces problèmes écologiques vis-à-vis desquels on doit trouver des solutions. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h22 et nous évoquons la Convention citoyenne, mais aussi plus généralement l'écologie, affaire individuelle ou collective. Nous sommes en compagnie de Laurence Toubiana, elle est directrice générale de la Fondation européenne pour le climat et coprésidente du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne qui réunit donc les 150 citoyens tirés au sort. Nous accueillons Mathieu Ozano, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe de réflexion sur la transition énergétique The Shift Project et vous avez notamment publié Or Noir, la grande histoire du pétrole. C'était publié aux éditions de La Découverte. Pour dialoguer avec vous, je suis en compagnie de mon camarade Hervé Gardette de la transition. C'est une forme de noblesse maintenant pour vous. Oui, titre La nobiliaire. transition, Merci beaucoup. Voilà. Ça va faire plaisir à mes parents, en tout cas, qui ont toujours rêvé d'avoir un château. Et puis Stéphane Robert a évoqué dans son billet politique le droit des animaux, évoquant donc la possibilité d'en faire
des êtres humains, pas tout à fait comme les autres, mais presque. Votre réaction à tous les deux, Laurence Toubiana? Alors, d'abord, je trouve ça formidable qu'on ait une chronique politique sur ça. Ça, je trouve ça formidable qu'à France Culture, le matin, enfin, je sais bien que vous êtes toujours en avance, mais qu'on ait un billet politique qui parle de ça. Donc ça, c'est d'abord, je m'en réjouis, parce que ça veut dire qu'on décentre un peu quand même notre vision de notre espèce humaine sur l'environnement dans lequel elle est. Et c'est plus l'homme qui sur l'environnement, ou d'ailleurs la notion d'environnement va se transformer avec l'idée que on est nous-mêmes dans cet univers, on est une espèce parmi d'autres qui, comme d'ailleurs toutes les espèces sur Terre, luttent et se consomment les unes les autres, ça c'est vrai, mais aussi parce que il se trouve que la nôtre a été particulièrement dangereuse pour toutes les autres. Et je trouve formidable qu'on se commence à se dire, bon, on est au milieu de ça, on n'est pas au-dessus, on n'est pas surplombant la nature et la soumettant. Et d'ailleurs, Francis Bacon disait, on ne contrôle, on ne domine la nature qu'en s'y soumettant, il faut quand même qu'on commence par s'y soumettre. Et par s'y soumettre, il faut qu'on comprenne qu'on est une espèce parmi d'autres, certes puissante et très active, mais qu'il faut qu'on comprenne les autres aussi. Et je trouve que c'est pas seulement les animaux qui commencent à avoir droit de citer, mais c'est pour moi qui pratique beaucoup les conventions sur le changement climatique, on voit que les océans, les forêts, les coraux, les poissons, et les animaux plus en général, on commence à se dire il faut que quelqu'un les représente. Et je trouve formidable qu'on commence à en parler. Mathieu Ozano. Ouais, je suis très d'accord avec ce que vient de dire Laurence. Aux racines de la modernité, il y a Francis Bacon, il y a René Descartes, cette vision de l'homme comme maître de la nature. Mais aux racines de la modernité, il y a également Spinoza, qui n'est pas un moindre philosophe, qui a dit Dieu, c'est-à-dire la nature. Moi, j'aime pas beaucoup le mot environnement. Environnement, ça représente l'histoire comme une tragédie essentiellement humaine, où ce qui se passe d'important, c'est au centre de la scène, c'est des bons hommes ou des femmes qui se confrontent, et la racine de notre mal vis-à-vis d'un monde technique, la démocratie elle-même est le fruit de la manière dont la technique nous a permis de nous asseoir sur une grande opulence physique. On voit bien toutes les impasses dans lesquelles ça nous conduit, et finalement, l'environnement, c'est comme si on était entouré par un décor. Bon, c'est important que ce décor soit joli, il faut qu'il soit bien ce décor, mais ça n'est qu'un décor. Et l'histoire elle-même, la vraie histoire, c'est ce qui se passe entre les hommes. C'est radicalement faux. En fait, si on regarde des évolutions historiques fondamentales du XXe siècle, les grandes guerres, la Deuxième Guerre mondiale en particulier, on voit qu'à la racine des conflits, il y a l'accès ou le défaut d'accès, en l'occurrence à l'énergie, qui a fait que pour effectuer le triomphe de la volonté, le triomphe de la puissance impériale, il fallait avoir un accès à l'environnement fertile. C'est pas du tout la vision qu'on a encore aujourd'hui, où on considère que l'histoire, c'est des bons hommes. Et les moustiques, c'est bien qu'il y ait des moustiques. Bon, les moustiques, surtout bien qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des trucs jolis. C'est marrant d'ailleurs, dans le rapport à la nature, on s'intéresse aux panthères blanches, aux animaux qui sont jolis, qui sont nobles, qui nous rappellent nous-mêmes. Non, il faut dépasser ça. On peut devenir spinoziste et un peu plus évolué que ça. Hervé Gardette. Ouais, ça remontait jusqu'à Spinoza. Moi, un petit conseil de lecture par rapport au fait de donner une personnalité juridique, pas seulement aux animaux, mais aussi aux vivants. Il y a un livre qui a été publié au début des années 70 de Christopher Stone qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» Voilà, qui est un livre absolument passionnant parce qu'il ouvre tout un tas de réflexions juridiques, notamment et philosophiques, sur le fait justement d'en faire des êtres de droit. Absolument, je trouve formidable. Laurence Toubiana. Beaucoup de recherches, justement, la recherche est en train de surmonter ces préjugés. Je parlais des préjugés tout à l'heure. Les préjugés, c'est très important de les enlever. Et maintenant, en regardant l'éthologie, par exemple, les nouvelles sciences de l'éthologie, ou tout simplement en regardant les arbres, on s'aperçoit que les arbres communiquent. Et que les arbres communiquent à des milliers de kilomètres. Or, c'est pas nouveau comme fait. Le fait qu'ils communiquent n'est pas nouveau. C'est qu'on n'imaginait pas ça possible, donc on n'est pas allé regarder. Et je trouve, quand on décentre, comme le dit Mathieu, notre perspective, qu'on est une espèce parmi d'autres, peut-être un peu plus intelligente, mais peut-être pas forcément, eh bien, on commence à regarder l'intelligence des autres. Et à ce moment-là, on les considère comme des sujets. Mais alors, justement, je n'aimerais pas troubler ce concert, effectivement, au sujet des animaux, avec un relatif consensus entre vous. Nous avons aussi, en tant que médias, de plus en plus affaire à des auditeurs qui
ne s'estime pas être complètement en phase avec ce discours sur l'environnement, sur le droit des animaux, d'autant qu'il n'y a pas non plus un consensus parmi ceux qui aiment la nature, qui s'en réclament, qui la défendent. Il y a des individus qui sont pour l'élevage animal, d'autres qui sont pour le véganisme. Bref, il n'y a pas du tout consensus là-dessus. Et là aussi, comment on peut s'y prendre pour essayer non pas de trouver un consensus et un terrain d'entente, mais d'articuler différentes propositions, Mathieu Ozano? Je ne sais pas, il me semble que c'est l'assiette de ce qui est politique qui est en train de s'élargir. Je disais, pour l'instant, jusqu'à présent, jusqu'à une date très récente, l'histoire, la politique, c'était une histoire d'homme à homme. On s'aperçoit que c'est radicalement faux et piégeux, et que je pense qu'on peut s'accorder sur le postulat qu'il faut élargir précisément cette perspective. Et dans la démocratie, qui parle au nom de la nature ? Mais qui parle au nom de la technique, qui parle au nom de l'intermédiaire entre nous et la nature. La parole technique, c'est assez rigolo. Le mot technocrate est un mot éminemment péjoratif. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu venir ce matin, que j'ai le ventre plein, que la lumière passe, que le système électromagnétique qui permet de diffuser les ondes dans tout le pays et de m'entendre fonctionne? C'est bien parce qu'il y a des technocrates. Or, aujourd'hui, dans le débat politique, il est très compliqué pour celui qui parle au nom de la technique ou au nom de la nature d'être entendu. Mais alors, si c'est de la politique, Mathieu Ozano, ça veut dire que vous allez voir des gens qui sont, par exemple, en faveur du véganisme et d'autres. Il y a un débat, on n'est pas d'accord. Et donc des désaccords. Mais il faut discuter. Simplement, on vit une époque fascinante où ce qui est légitimement politique, a fait un saut quantique. Oui, et là, maintenant, on va discuter. Il y en a qui sont de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, mais c'est simplement une nouvelle assiette. D'ailleurs, Laurence Toubiana. Quand on regarde la science-fiction, ce que nous propose la science-fiction comme élargissement, on voit bien qu'on va bien avoir un problème avec les robots et les humains artificiels qu'on est en train de fabriquer. Eux aussi, ils ont un droit. Moi, je crois que ça a élargi la nature de la politique dont on doit parler, qu'il n'y ait pas de consensus, qu'il faut y trouver des mesures, comme on fait pour d'autres domaines. Où est la morale, où est l'éthique? Ça, c'est des choses normales du fonctionnement des sociétés. Oui, mais alors bien souvent, on présente l'écologie de manière un peu angélique, comme si finalement, avec une suite de petits gestes, on allait pouvoir s'en tirer. Je vais vous faire entendre l'extrait d'une émission de télévision sur France 2 avec nos confrères Anne-Elisabeth Lemoine et Nagui, et une présentation d'un certain type d'action écologique. Aujourd'hui, l'écologie, c'est devenu une préoccupation citoyenne, certes, mais une préoccupation du quotidien. Ce sont des questions qu'on se pose tous les jours. Quand tout d'un coup, on va faire ses courses, il y a du plastique partout. Et ben, quand je pousse mon caddie, je fais une démarche citoyenne. Je pense surtout qu'on doit se mettre, et c'est l'intelligence de ce prime, dans une situation de se dire qu'est-ce que l'on peut faire ensemble, sans forcément juger ce que chacun fait ou peut faire à son humble niveau. Ce matin, ça se voit peut-être pas, mais je me suis lavé les dents. Et j'ai changé ce matin de quoi? De brosse à dents. Une brosse à dents en bambou, avec un dentifrice en charbon. Désormais, j'essaye le plus possible, ce que je ne faisais pas encore il y a 2 ans, d'acheter des produits de saison. Et j'essaye de réduire ma consommation de plastique. J'ai commandé, je suis hyper fière des gourdes. J'ai passé mon été avec des gourdes. Voilà. Un petit geste de plus, sinon je me tiens aux 3 minutes de douche. Je mets une chanson, à la fin de la chanson, je vais être sorti de la douche. Alors c'est une forme d'œcuménisme, des petits gestes. On évoque ce virage-là en votre compagnie, Mathieu Ozano, directeur du groupe de réflexion sur la transition énergétique The Shift, et Laurence Toubiana, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. Il y a cette tentation de présenter l'écologie comme ça, en disant voilà, on va tous faire un certain nombre de petits gestes et c'est ainsi que la situation va s'améliorer. Et puis l'autre perspective, je les oppose de manière un peu artificielle, mais l'autre perspective, elle consiste à dire il faut des prises de décision fortes par les politiques. Comment on peut articuler ces deux stades-là, Mathieu Ozano? Il faut les deux, mon général. C'est très intéressant cet aspect des gestes individuels, les gestes collectifs et la question de l'agrégation. C'est exactement ce qu'on vient de dire, ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est un problème politique. Alors si c'est politique, on ne va pas être d'accord sur les brosses à dents. Non, parce que la grande chance qu'on a face à ce défi vertigineux de la transition, c'est qu'il est objectivable. C'est un défi qui est d'abord
de nature physique. Il y a beaucoup de choses qui sont quantifiables. Oui, une brosse à dents en bambou, à condition que le bambou est poussé en Île-de-France, si je me brosse les dents en Île-de-France, c'est mieux qu'un dérivé de... C'est objectivable. On parle de joules, on parle de tonnes. Justement, c'est dans notre rapport à la technique que ça se joue. Et donc, la technique, c'est fondamentalement de la physique, de la science. C'est objectivable, mais alors je vais objectivable. utiliser un gros mot, le mot d'intersectionnalité. Donc l'idée selon laquelle il y a des luttes à hiérarchiser. Alors c'est fait par exemple dans certains domaines, c'est très polémique, mais c'est fait. Par exemple on dit voilà, il y a le féminisme, mais il y a l'antiracisme. Alors comment on va hiérarchiser l'antiracisme et le féminisme? Même chose en écologie. On peut hiérarchiser les choses et se demander si par exemple tel aspect... Il y a des temps dans la démocratie. Un coup, une semaine, on va parler de fiscalité. La semaine d'après, on va parler du droit des femmes. Il y a des temps, il y a plein de sujets à traiter dans la démocratie. C'est sa noblesse. Laurence Toubiana. Mon point de vue là-dessus, c'est que il faut à la fois donner une perspective et que les gens se situent. Enfin, quel est le problème? Il faut que les humains, et nous comme êtres sociaux, dans notre société, on change de perspective. On se dise, on est dans ce domaine naturel parmi d'autres, et il faut qu'on mesure notre impact sur ce domaine avec les autres. Mais pourquoi est-ce que c'est très important ces gestes? D'abord parce qu'il y en a qui, de façon agrégée, sont très importants. Si on réduit la consommation de viande, ça a un effet majeur sur les émissions de gaz à effet de serre, les pratiques agricoles aussi, parce qu'on peut du coup les déplacer et les rendre beaucoup plus soutenables. Mais aussi c'est parce qu'en se situant comme acteur de la transformation, on est à même de parler un langage de vérité au pouvoir qui nous gouverne, à déléguer notre souveraineté personnelle, puisqu'on la délègue à travers les élections, et qu'on demande des actions, des politiques cohérentes, et qu'on participe à la définition de ce futur. Et c'est pour ça, parce que si on fait rien et qu'on attend que quelque chose arrive, d'abord on n'est pas légitime, ensuite on n'est pas actif, et ensuite on ne sait pas vaincre ses préjugés et ses intérêts organisés qui eux sont beaucoup plus forts que nous. Donc c'est pour cela que le geste individuel, c'est la première marche pour l'exigence de démocratie. Hervé Gardette. Je voudrais vous poser une question et rester sur la question de la brosse à dents. Plus c'est l'heure, on est en train de se brosser les dents. Enfin pas nous ici dans le studio, je veux dire les gens qui nous écoutent. Oui, déjà fait bien sûr. Le choix d'une brosse à dents en bois, donc beaucoup plus facilement recyclable. Aujourd'hui, vous avez le choix quand vous allez dans un magasin entre une brosse à dents en bois ou une brosse à dents en plastique. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée qui consisterait par exemple à dire on va surtaxer les brosses à dents en plastique parce que le plastique pollue beaucoup plus, ou alors même aller encore plus loin, on va interdire la vente de brosses à dents en plastique. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que les gestes individuels, à un moment donné, ils ne doivent pas être écartés au profit de décisions politiques qui font qu'on n'aura plus à devoir choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal, mais on aura seulement la possibilité de choisir entre différentes brosses à dents en bois. Mathieu Ozano. On n'a toujours pas de pétrole en France et on a parfois du mal à trouver des idées. On a un débat qui s'amorce, la Convention citoyenne, sur le climat, c'est une occasion de ça, de se dire, OK, en tant que nation, où est-ce qu'on veut aller? Si on veut aller vers, par exemple, respecter la parole collective, on a signé, et Laurence Toubiana peut en parler bien mieux que moi, un petit bout de papier qui s'appelle l'Accord de Paris, qui est quelque chose d'historique, de sans précédent. La parole publique française a été engagée. Si on veut mettre en œuvre cet accord de Paris en tant que nation, alors effectivement, il y a des choses à mettre en place comme ce que vous décrivez. Il y a des priorités à définir et des moyens publics à mettre au service de ces... Ou alors on fait comme Donald Trump et on se dit, on n'y arrivera jamais, on fait des papillotes avec l'accord de Paris et on n'en parle plus. Si on n'est pas d'accord avec ça en tant que nation, eh bien effectivement, il y a dans ce débat politique, au bout de ce débat politique, des décisions nouvelles, des formes de décisions nouvelles à prendre. Mais est-ce que c'est aux consommateurs de faire pression, on va dire, disons, sur les distributeurs et sur les fabricants en achetant un maximum de brosses à dents en bois plutôt qu'en plastique, ou bien est-ce que c'est pas aux politiques de faire pression sur les fabricants en disant vous ne pouvez plus faire ça? Comme le disait Mathieu, Laurence Toubiana. On est horriblement d'accord aujourd'hui ce matin. On ne peut pas vous offrir le bénéfice d'une polémique. Donc il faut les deux. Bien sûr qu'il y a un moment où sur le plastique, on voit bien que c'est l'interdiction qui va un jour. C'était l'interdiction des sacs en plastique. On avait des alternatives sur les sacs en plastique depuis beaucoup d'années, avec des fibres végétales et autres. Ça n'a pas marché. Donc il faut à un moment dire le plastique
plastique, c'est fini. Enfin, les sacs en plastique, enfin, tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc, je crois que ça, c'est absolument nécessaire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Et c'est pour ça que... C'est là où intervient, pardonnez-moi, j'y reviens, l'intersectionnalité. Vous allez être obligé de hiérarchiser certaines choses. Non, je veux dire, il faut... oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que cette convention, elle a, à mon avis, beaucoup de sens. C'est parce que dans cet ensemble de problèmes compliqués que les citoyens vont être amenés à démêler, qu'est-ce qui est du domaine de l'interdiction, qu'est-ce qui est du domaine de l'incitation, c'est pas mal. C'est même très essentiel de savoir comment ils font la balance des choses. Parce qu'au fond, c'est le vrai, on le voit sur cette interdiction des plastiques à usage unique. La prise de tête que le gouvernement s'est fait avec le Parlement, on avance, on recule, on avance, on recule. Peut-être qu'il y a en fait un consensus dans la société française qui est qu'on pourrait interdire ça relativement rapidement. Après, bien sûr qu'il y a des mesures d'accompagnement. Ça, c'est le boulot du gouvernement, de les prendre. Mais en revanche, de se dire, en fait, on pourrait accélérer de 5 ans, 10 ans les actions de toute façon qui seront nécessaires, je pense que c'est ce travail de démocratie délibérative qui peut être utile. On prend la question des SUV. Maintenant, tout le monde regarde. Les SUV, ce sont ces voitures... Les 4x4. Les 4x4. On appelait avant les 4x4. En ville, d'ailleurs, c'est toujours vraiment important de voir qu'à Paris comme à New York, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléphants, il y a beaucoup de rhinocéros dans les rues, il y a des congères, il faut un 4x4, sinon on ne passe pas. Mais une fois qu'on aura passé sur cette représentation probablement un peu déformée de la réalité urbaine, il y a un moment où on va dire, non, ça suffit. Ça suffit, ça sert à rien d'avoir des espèces de tanks, même s'ils sont électriques un jour, alors qu'il y a pas beaucoup d'espace public et qu'il en faut pour en plus les vélos, les piétons, les poussettes. Arrêtons ça. Oui, il y a un signal. Et moi, c'est typiquement le genre de choses qui vont être testées dans cette convention. Alors maintenant qu'on a parlé des petits gestes, on va parler des grands gestes désespérants, autrement dit, ceux des collapsologues, ceux qui nous expliquent que finalement la situation étant ce qu'elle est, l'effondrement est quand même le scénario le plus plausible. Mathieu Ozano, est-ce que ça, par exemple, ça n'est pas une incitation à ne pas tenter finalement de concilier la transition, les différentes questions écologiques? Qu'en pensez-vous? Dans La Cité, il y a un personnage qui est précieux, c'est Cassandre. C'est pas inutile d'avoir des Cassandres. Les pessimistes sont souvent des gens très bien informés. Donc la possibilité Alors, de quoi on parle? Là, jusqu'à présent, on a parlé des petits gestes. Donc on a parlé d'un problème collectif. Le problème de la transition, il n'est pas d'abord collectif, il est d'abord systémique. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on a un assemblement de systèmes techniques, avant tout complexes, qui nous permettent de faire société et en plus de faire démocratie. C'est-à-dire que c'est l'ensemble en fait du processus. Et ce système objectivement, est menacé d'effondrement. L'effondrement est une éventualité tout à fait plausible. De par les impacts du climat, de par les impacts plausibles de futures limites des ressources naturelles. Bon, mais alors si c'est si grave que ça, c'est plausible. Pourquoi dans ce cas-là ne prend-on pas, je ne sais pas moi, un état d'urgence, une loi martiale? C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Pardon, mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Ce qui est inscrit dans les engagements de la France et les engagements internationaux dans les accords de Paris, c'est littéralement à la lettre révolutionnaire. Oui, parce que quand on lit l'accord de Paris que j'ai eu le privilège de négocier et du coup d'en écrire chaque bout. Ce qui a marqué dedans, c'est il faut être à 0 émission nette en 2050. C'est zéro, c'est pas moins, c'est pas un petit peu moins ou beaucoup moins, c'est juste 0. Et il se trouve que depuis l'accord de Paris, il y a eu le rapport du GIEC sur comment est-ce qu'on pourrait maintenir un espoir de limiter les températures à 1,5 degré par rapport au siècle dernier. Eh bien, ça veut dire que c'est vraiment maintenant très rapidement. Donc, c'est révolutionnaire que les différents acteurs autour du gouvernement, les partis politiques, les différents intérêts organisés, les acteurs économiques y croient, le comprennent, je dirais non. Pourquoi est-ce que, au fond, et c'est pour cela que à la fois les Cassandres ont une raison d'être, et en même temps, il faut qu'on arrête le déni. Parce que sinon, on ne trouve pas la voie qui est de dire la voie de l'action. Soit on dit, on met les collapsologues comme cette espèce d'horizon dramatique et catastrophique et qui, au fond, nous attend. Et puis, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Ça me rappelle un interview avec un grand dirigeant d'une société pétrolière qui me disait vraiment l'environnement, le changement climatique, j'y pense tous les jours. Mais au fond, Laurence, je ne peux rien y faire. C'est comme ça. Donc, ça protège les pratiques d'aujourd'hui. Parce que le système, on ne voit pas. Or, en fait,
on est dans un grand moment de compréhension qu'il faut, il faut changer ce système et qu'en fait, on peut le faire, qu'on commence à voir comment le faire. Après, Et vous êtes sûr qu'on voit comment? Parce que quand on dit que c'est systémique, ça veut dire quand même que... d'abord, il faut voir les relations entre les éléments. On ne peut pas voir le changement de système si on ne voit pas le système. Et ce qu'on commence à voir, c'est les interactions très fortes entre la façon de consommer, de produire, d'échanger au plan international, les marchés financiers et du coup le système politique qui s'est construit autour du maintien en vie d'un système économique qui a été par ailleurs parfaitement efficace dans certains domaines et parfaitement aussi dommageable parmi d'autres. Et c'est toutes ces interactions maintenant qu'on voit. Alors ça ne veut pas dire qu'on a le système qu'on vient remplacer là, on a celui-là et on en met un autre. Non, bien sûr. Mais on voit les interactions qu'il faut commencer à faire craquer et ces changements qui vont... Vous savez, les civilisations, elles ont toujours un changement par l'intérieur. Ou bien, effectivement... Ou bien non. Ou bien elles disparaissent. Mathieu Ozano. Oui, et puis je reviens sur le caractère objectivable de tout ça, puisqu'on parle d'un problème qu'on a dans notre relation à la physique et à la technique. C'est à ça qu'il faut se raccrocher d'abord. Regarder la réalité des systèmes techniques qui nous permettent de manger à notre faim, d'être objectivement la génération la plus opulente, malgré nos malheurs, de l'histoire. Et comment est-ce qu'on se maintient là? Est-ce qu'il faut se maintenir là? Ça passe par la caractérisation, l'objectivation des systèmes techniques qui nous permettent d'être là. Et c'est là que le débat commence. Par exemple, si on avait encore une heure ou deux avec Laurence, on s'apercevrait que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de mettre beaucoup d'argent aujourd'hui, l'essentiel de l'argent qu'on met dans la transition, dans le développement de la production électrique intermittente et également dite également renouvelable. Il ne me semble pas que d'un point de vue technique, mais c'est là où ça n'est objectif, pas du tout... C'est là où justement ça n'est pas objectivable. Mais si. Parce que vous voyez bien qu'il y a des débats. Alors, pour vous, oui. On peut poser les éléments du problème. Oui, mais je pense que vous ne serez pas d'accord tous les deux. Non, mais enfin, j'en sais rien d'abord, mais peut-être. Mathieu Ozano l'a dit. Non, mais enfin, j'en sais rien, parce qu'on n'a pas eu le débat. Bref, c'est trop rapide. Mais bon, pour introduire quand même un élément de polémique, non, c'est bien. Donc, on ne serait peut-être pas d'accord. Mais enfin, la question n'est pas là. Il faut, si on doit choisir entre des formes d'électricité, bon, d'abord, on serait probablement d'accord pour dire, bon, quand même, la question formidable, c'est d'essayer de réduire notre consommation électrique de moitié d'ici 2050. Déjà, commençons par faire ça. Là, je pense qu'on serait d'accord. Ensuite, se dire, bon, comment on produit ce mix énergétique, ça peut se discuter. Mais après, c'est la manière dont la société accepte, refuse les risques, ou accepte et refuse certaines solutions avec les contraintes. C'est ça. Il nous faut une conversation adulte. Voilà. Et plus longue, parce que malgré tout, même si tout cela est objectivable, je pense qu'il y a un certain nombre de désaccords. Et des choix politiques. Cette conversation adulte, elle va avoir lieu dans cette Convention des citoyens, où des personnes comme Mathieu et d'autres vont venir expliquer leur point de vue, et on verra bien comment les citoyens arbitrent ou décident en fonction de ce qui leur aura été proposé. Laurence Toubiana, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat et également coprésidente du comité de gouvernance de cette convention citoyenne qui va donc se réunir pour le second week-end, et Mathieu Ozano, directeur du groupe de réflexion sur la transition énergétique The Shift Project. Vous avez notamment publié Or Noir, la grande histoire du pétrole, et c'est aux éditions La Découverte. Je vous présente mes deux autres camarades. Il y en a un que vous connaissez déjà maintenant bien. Redites-le quand même. Gardette pour la transition. Et je salue mes deux autres camarades, Mathilde Serrel et Aurélien Bélanger. Hervé, qu'est-ce que vous allez nous dire dans quelques instants? Je vais vous parler du dernier rapport sur l'état de l'environnement en France. Il a été publié hier. Mathilde Serrel. Moi, je pense qu'Obélix est une femme. Et enfin, Aurélien Bélanger. Cannabis et littérature.